Dans la bulle de la semaine, on vous a concocté 3 actus qui font beaucoup parler. D'abord De Vialet qui relance ses enceintes iconiques avec la nouvelle gamme Phantom Ultimate, l'Europe qui se divise autour du projet Chat Control entre protection ou surveillance de masse, et Mathieu nous a plongé dans l'avenir de TikTok avec une vente historique en préparation. Et le Quentin, et bienvenue dans la bulle de la semaine, votre condensé des actualités tech et design. Comment ça va mon petit Rewan ? Bah écoute, pas mal, ça fait bizarre d'enregistrer à deux. Ben ouais. Donc, Aujourd'hui, on a un envoyé spécial qui est en Chine actuellement. Et du coup, il va nous parler quand même des petites actualités qu'il a sur place. Et en plus, rien de mieux que de parler d'une actualité États-Unis versus Chine, puisqu'il est en Chine. bah oui, Voilà. c'est ça, vraiment, c'est vraiment duplex aujourd'hui. C'est C'est ça, c'est vraiment, duplex. on s'exporte, c'est vraiment international. Aujourd'hui, c'est entre Paris et Shenzhen, quoi. Shenzhen, c'est vraiment... Ouais, il est pas qu'à Shenzhen, je crois qu'il fait un tour, mais ouais, il va y passer apparemment à Shenzhen. En vrai, cool, hein. Shenzhen, Incroyable. pour ceux qui savent pas, c'est un peu la capitale. En vrai, j'allais dire c'est la capitale chinoise, mais c'est la capitale du monde de tout ce qui est hardware Et de la tech, ouais, c'est ça. Hein. embarqué. C'est fou, mais on se rend pas compte la quantité de trucs qui viennent de Shenzhen quand t'as la moindre puce, le moindre PCB, le moindre composant. T'as 2 chances sur 3, je pense, pour qu'ils viennent de Shenzhen, en vrai. Je pense que quand tu regardes des produits de manière générale, peu importe l'endroit, il y a au moins un truc à l'intérieur C'est du fou. produit qui vient de là-bas. C'est fou. C'est assez incroyable. Aujourd'hui, ouais, pas mal de petites actualités, en commençant par De Vialet. Je suis allé rencontrer les équipes de Vialet pour récupérer des petites informations. Bon, De Vialet, vous commencez à connaître un petit peu mon amour pour ces produits. En vrai, c'est difficile de pas les aimer. Hein. Enfin, à part quand tu dois sortir la carte du portefeuille. C'est ça. Je veux dire. Mais C'est les le objets, banquier qui est là, qui te met une petite claque derrière la nuque. le banquier est vraiment sur ton épaule, il dit t'es sûr? T'es sûr? En vrai de vrai. JBL, c'est pas si mal. Est-ce que t'en as vraiment besoin, Chacal ? T'as pas besoin, mais quand tu les as, quel plaisir. Toi, ça fait un moment que tu les utilises en plus, les produits Devialet. Ouais, bah je sais plus quand est-ce que je les ai achetés, mais ça doit bien faire 5-6 ans, un truc Ça comme a ça. pas vieilli, hein, c'est Et une ça, folie. exactement, C'est c'est que une ça a folie. pas vieilli. Bon, pour rappel, un petit peu, De Vialet, c'est une entreprise française, et Cocorico quand même. Hein. Quand même. C'est un Quand leader mondial du son, Devialet. Exactement. Ils font pas que les produits, toute la recherche et tout qu'il y a derrière, c'est assez Toute fou. l'ingénierie, c'est en France. C'est assez dingue. C'est fondé en 2007 et elle s'est fait connaître justement grâce à leur technologie ultra ambitieuse, notamment dans l'amplification. De base, c'était ça, De Vialet. C'était des amplis très chers. Je crois qu'on est autour des 16 000 euros l'ampli. C'est un truc haut de gamme Quand même. qui est relié du coup avec des enceintes qu'ils ne faisaient pas eux. Et après, ils se sont mis dans l'enceinte en faisant du coup les fantômes. Bon, après, je sais pas si vous savez, mais depuis quelques années, De Vialet traverse des phases très très compliquées, notamment financières. En 2024, ils ont perdu 15 millions d'euros. Une baisse de chiffre d'affaires d'environ 20%. Et ils ont quand même fait une initiation d'une procédure de conciliation pour renégocier leurs dettes et tenter une recapitalisation. Ça, en plus d'un changement de directeur, Jacques Desmond, qui est du coup le nouveau CEO que j'ai rencontré pendant cet événement, qui est très très sympa et du coup qui veut balancer une nouvelle stratégie de ok, on va se reconcentrer sur ce qu'on sait faire, à savoir un son haut de gamme fidèle, réduire un petit peu les gammes et rebalancer l'essence pure de Vialet, quoi. Quand tu veux dire réduire les gammes, c'est faire moins de produits, mais plus spécialisés. Exactement. Ok. C'est a priori de ce que j'ai cru comprendre, la De Vialet Dione, leur barre de son, c'est un bide. Ah ouais? Ouais. Mais les barres de son, c'est le truc en vrai, parce que je me dis, quand les fans de son, ils achètent des barres de son vraiment, parce que pour moi, les barres de son, c'est le truc que tu veux mettre quand t'as pas la possibilité de mettre des enceintes ou un kit home cinéma. Je pense que tu soulèves un point particulier, c'est que effectivement, je pense qu'ils ont voulu faire le tout en un ultime qui fonctionne du tonnerre. Alors je l'ai entendu, je l'ai pas testé dans mon salon, donc je peux difficilement prêcher la bonne parole envers De Vialet là-dessus. Mais je te rejoins sur le fait que effectivement, si jamais on veut aller dans le step up, dans l'audiophilie ultime, si on veut avoir un système son adapté, généralement, tu mets beaucoup d'enceintes différentes et pas Ouais. une barre de son. Ça suffit pas, parce que le problème des barres de son, c'est que tu peux mettre que les tweeters, donc vraiment les petites enceintes dedans. Alors t'as tout un tas de systèmes qui permettent de faire en sorte que ça ressort, mais généralement t'as déjà le caisson de basse et t'as l'enceinte à côté, mais t'as pas le même niveau de son. C'est bien pour le Dolby Atmos, parce que le Dolby Atmos, je crois que ça fait du son vertical. C'est ça le délire. Ouais, ça enveloppe de Atmos. un petit peu. Ce qui Ouais. est cool avec cette barre de son, c'est que justement pour la partie aiguë, ce qui est généralement étouffé par les basses d'une barre de son pour
pour avoir justement cette puissance et ressentir notamment le Dolby Atmos. Ils ont fait justement une enceinte qu'on va pouvoir même faire avec laquelle on peut faire une rotation, qui justement retransmet les aigus pour avoir beaucoup plus de profondeur là-dessus. Et visuellement, elle est incroyable en plus. Enfin, le design, moi, j'adore. J'adore vraiment. L'espèce d'aspect boule fondue dessus. Exactement. Moi, c'est encore une barre de son que j'ai hâte de tester pour vraiment savoir ce qu'elle recèle. Bon, pour l'instant, on s'est jamais rentré sur le papier, mais en tout cas, je pense qu'elle est dans un entre-deux qui fait que ça matchait pas. Aujourd'hui, on a deux nouveaux modèles, le Phantom Ultimate 108 dB et le 98 dB. Donc, on reste sur les mêmes tailles d'enceinte et les mêmes débits sonores que les versions précédentes. Et c'est là qu'on va savoir c'est quoi les différences, parce que visuellement, c'est la même chose. Je pense que la différence, c'est qu'il y en a une où les voisins ils viennent taper pour baisser le son, il y en a une autre où je pense qu'ils envoient la police pour tapage directement. 108 dB 108 dB, on se rend pas bien compte, hein. C'est au seuil de tu deviens quasi pas sourd, mais ça provoque des fortes douleurs. Je crois qu'un avion au décollage c'est 130 dB ou un truc comme ça. Ah non, mais ça fracasse complet. Moi j'avais acheté la 108 dB déjà pour la tester, voir ce que ça donne. Et au final c'est l'enceinte qui a servi pour un de mes mariages. Un de mes mariages. Oh la phrase de fou. Oh la phrase de dingue. Oh la phrase de... Ouais, j'ai fait 2 mariages avec la même femme parce qu'il y a un civil, un religieux, bref. Et pour le mariage civil, j'avais mis cette enceinte sur le jardin et elle faisait le son. Je l'avais même pas mis à 100%. Bah non, mais non, c'est terrible. Le lendemain, il y avait tous les voisins qui venaient nous voir en disant la musique, top. Nickel. C'est vrai? Un délire. Incroyable. J'ai jamais eu des voisins qui étaient aussi gentils que ça. Mais bref, du coup, c'est une enceinte, vraiment, ça n'a aucun sens et c'est pour ça que je l'ai renvoyé, c'est que c'était beaucoup trop puissant pour mon usage. Les 98 font largement le taf. Globalement, là, on va avoir les mêmes tailles, avec les mêmes puissances, avec des nouveaux coloris. On a le Deep Forest qui est un vert, mais qui a des reflets noirs. Ou plutôt un noir qui a des reflets verts. Je pense que celle-là, t'aimerais beaucoup. L'armure de Master Chief, un petit peu. Un petit peu ça, ouais. Ça donne ça sur certaines visions. Il y a la Light Pearl, qui est le blanc nacré mat. Et il y a toujours cette édition Opéra de Paris en feuille d'or 22 carats qui est faite avec les ateliers Gohar, qui sont les ateliers qui travaillent à l'Opéra de Paris pour justement faire de la rénovation, appliquer les feuilles d'or et tout ça. Donc, on va avoir la même forme, même si il y a des choses qui ont été retravaillées. Il y a la petite signature de Vialet sur l'avant, la petite grille qui est plus ouverte pour laisser passer plus de son. Sur le grand modèle, sur le côté, il y avait un petit trou. Enfin, un petit trou. On va appeler ça une sorte de porte qui permettait de visser finalement le débattement. Là, ils ont réussi techniquement à l'effacer pour que ça fasse un ensemble beaucoup plus esthétique. Ils ont une meilleure bande passante, ils ont une meilleure connectivité. Et moi, c'était ça qui pêchait le plus. Il y avait pas de port optique, je crois, dessus. Il y avait pas de. Il y a un port optique. Il y a un port optique, et un port SPDIF. Je sais plus lequel il y avait pas, mais il y avait un truc. Je crois qu'il y a un port Ethernet et un port optique dessus. Ethernet et optique. Donc t'as pas de HDMI par exemple si tu veux le brancher sur un truc. Peut-être qu'il le supporte maintenant, le ARC. Alors je crois pas. En revanche, moi je sais que j'avais essayé cette méthode en connectant l'optique. Vers le câble optique du mais ça retranscrit le son. Je crois pas que télécommande ça allume pas l'enceinte. C'est un enfer. Je sais que c'est beaucoup plus chiant et tout, mais tu vois, pour une enceinte haut de gamme, pas avoir du HDMI ARC, ça fait chier, je trouve. Bah, c'est le positionnement qu'ils ont voulu. En tout cas, c'est vrai que ça a été modernisé, donc ça serait beaucoup plus stable, notamment pour tout ce qui va être streaming, AirPlay, etc. Il y a du Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 qui serait apparemment suffisant. Beaucoup de nouveaux protocoles. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plein de trucs que moi-même je connais pas, mais ils ont toujours cette amplification hybride ADH, etc. Donc ils ont vraiment cette mission de garder l'audio haute fidélité sans compromis, avec toujours l'accent sur le côté émotion, performance. Pour les avoir entendus, c'est compliqué de comparer parce que j'avais pas mes enceintes et leurs nouvelles enceintes. Donc je pourrais vraiment m'exprimer le moment où je les aurais au studio et je pourrais écouter ma musique dessus, le petit Ugwayu Scent, hein, on le sait, évidemment pour Hans tester. Zimmer, quel plaisir. Ah ouais, mais c'est ma musique de référence dès que je teste des trucs parce que je sais qu'il y a beaucoup de profondeur dans les basses et aussi des aigus, donc c'est genre trop bien. Mais voilà, ils ont pas oublié les fondamentaux et les prix en font partie. On est toujours autour des 1500 € selon les finitions évidemment. Sur le plus petit modèle, les 3200 € pour le plus haut modèle.
exit la version Opera Perry qui est plus chère. Je crois que c'est 1 800 € sur les plus petits modèles. Mais voilà, ils repartent pas de zéro, ils s'améliorent, ils gardent les codes visuels. Donc c'est sûr que visuellement, on a du mal à voir la différence entre l'ancien et le nouveau. Même s'il y en a, c'est léger. Mais c'est surtout à l'intérieur qu'ils ont absolument tout repensé. Et donc voilà, ils ont gardé ce positionnement basé plutôt sur l'expérience émotionnelle plutôt que radical et tout changer. Ils ont voulu rester là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, en fait, si tu veux, mon cœur me dit que niveau ingénierie, ça serait super intéressant de voir les évolutions qu'ils ont fait. Mais le problème, c'est que sur des produits comme ça, t'as envie de voir la différence avec la nouvelle version. Donc, je comprends qu'il faut que ça reste subtil, mais pas invisible au niveau de. Faut que quand tu les vois, un connaisseur te dise ah, c'est les dernières versions, tu vois. Ouais, des petits changements où tu dis ah ouais, ok, c'est quand même celle-là. C'est quand même celle-ci, mais pas. Enfin. Que ça reste subtil et qui garde leur ADN, je suis d'accord, mais quelqu'un qui peut craquer, c'est potentiellement quelqu'un qui connaît déjà la marque. Tu vas pas, je sais pas s'ils vont pouvoir, pas acquérir des nouveaux clients, mais faire craquer les précédents en fin de compte, parce que, admettons que tu changes et que côté innovation technologique, il y a rien qui t'intéresse, puisque tu as déjà, on va dire, pas amorti ton produit précédent avec les enceintes que tu as déjà acheté. S'il y a pas d'évolution non plus côté visuel, bah, en fin de compte, tu vas te dire, bah, je suis très bien avec mes enceintes. Toi, tu craquerais une fois quand tu les as vues, sachant que toi, t'es un... Ouais, mais toi, t'es peut-être un aficionados du truc. Ouais, c'est ça. J'adore la marque. Après, sincèrement, j'ai les versions Opéra de Paris que j'adore, donc sont magnifiques. Je vois pas l'intérêt de changer pour les nouveaux. Si, bien évidemment, j'ai envie de bosser avec Devialet, donc c'est en discussion pour éventuellement les tester et vous en parler. Mais en tant qu'utilisateur lambda, il y a zéro monde où je change. Okay. Après, je sais que sur leur site, je sais pas s'ils le font avec cela, mais ils font un programme de reprise. Donc, tu renvoies tes enceintes pour avoir les nouveaux modèles. Et c'est plus intéressant que chez Apple. Ouais, je peux comprendre. mais voilà, à voir si c'est jouable. N'hésitez pas si vous avez des Devialet chez vous à nous dire si vous allez faire le changement ou pas. Je sais que j'ai discuté avec certains sur Instagram à ce sujet. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte de revoir Devialet sur le devant de la scène parce que jusqu'à maintenant, c'était quand même mince. Et il y a eu des mauvais retours, que ce soit la Dune, mais surtout les écouteurs Gemini qui se sont à la fois mal vendus et en plus qui étaient pas très bons. Moi, je les ai testés et honnêtement, je vous ai donné mon avis honnête sur YouTube vis-à-vis de ça. C'était pas terrible, quoi. Ah ouais? Ouais, donc vraiment, ils ont fait des choix ces derniers temps qui étaient pas, je pense, à la hauteur de la marque et du succès qu'elle doit avoir. Et c'est dommage, ouais, pour un fleuron français moi, ça me ferait chier. Je suis pas client Devialet, mais ça me ferait chier de voir une belle boîte comme ça avec de l'innovation et tout, et puis une reconnaissance mondiale disparaître un petit peu dans une espèce d'indifférence générale. Donc, moi aussi, je suivrai ça de près. Et, franchement, j'ai quand même hâte de voir surtout la dynamique que le nouveau PDG peut infuser là-dedans. Dans la catégorie, je mets des mesures en place pour une bonne raison et je le fais de la pire des manières. Je vous ramène Chat Control. Alors, je sais pas si on a beaucoup. En fait, en parlant, je me suis rendu compte que c'était une dinguerie et deux, il y en a pas tant que ça qui ont entendu parler. Enfin, hors sphère cyber. Absolument pas entendu parler. Chat Control, c'est un projet de loi. La loi officielle s'appellerait Regulation to Prevent and Combat Child Sexual Abuse. Donc, en gros, une loi pour combattre les abus sexuels sur enfants. Donc, le constat, il est très simple. Avec la multiplication des messageries, des plateformes d'échange, etc., ils veulent trouver un moyen de faire en sorte d'identifier les prédateurs sexuels ou toute autre personne qui pourrait porter atteinte à des mineurs. Et sur Signal et tout, là. Sur Signal, sur WhatsApp, en fait, sur les messageries. En général, ça cible les applications de messagerie. Et en fait, cette proposition de loi, qui est une loi européenne, elle a été introduite en 2022. Et comment est-ce qu'ils veulent faire ça très techniquement? Ils prévoient de mettre en place des accès à tous les systèmes de messagerie électronique qui seraient disponibles sur le territoire européen. Donc, l'État. Les États, du coup. Ouais, les États s'associent pour laisser la porte d'entrée. Ah, c'est pas s'associent. C'est tu vas le faire ou ton appli n'est pas disponible. Est-ce que c'est bon? Ah ouais, donc c'est genre, ils disent ça à moi, par exemple? Non, ils vont contacter Apple, ils vont contacter Signal, WhatsApp, Messenger, enfin Meta. Non, mais il y a eu, c'est entre guillemets trop grave parce que le cas s'est déjà passé, pas dans les abus sur les enfants et tout ça, mais dans le cadre d'enquête, le FBI a demandé à Apple notamment d'accéder au téléphone des terroristes et tout ça. Exactement, mais ça, ils l'ont fait après coup. La différence avec Child Control, c'est que en temps réel, ils peuvent regarder les échanges. Ah ouais. Donc, ils cassent le chiffrement de bout en bout des plateformes de messagerie entre l'appareil de destination et l'appareil qui est émetteur et l'appareil récepteur. Donc, déjà, c'est une dinguerie techniquement parce que tu affaiblis le niveau de sécurité de ton application. Et en plus, comme d'habitude avec ce genre de programme,
à quoi ça va être utilisé. C'est-à-dire que sur le papier, bien sûr que j'ai envie de défendre les enfants qui peuvent être victimes de sévices, etc. Mais sauf que n'importe qui peut être surveillé. Mais sauf que n'importe qui peut être surveillé, n'importe qui va être surveillé. À chaque fois qu'il y a eu des dérives comme ça c'est... Snowden, quoi. Snowden, bien sûr. Tu te rappelles de Xkeyscore, qui était la plateforme qui avait utilisé pour espionner les Américains sur leur propre sol. C'est une folie qu'on revienne aujourd'hui avec ce genre de truc. Et ça a été approuvé, ça? Non, c'est toujours en discussion. Ah, ok. Mais attends, faut que je te raconte ça parce que j'ai eu un échange lunaire avec une personne qui se reconnaîtra très probablement en écoutant le podcast, qui a eu la chance d'en discuter avec une des ministres qui bosse là-dessus. Et sur Chat Toronto, oui, française, qui discutait là-dessus, et elle disait, mais c'est pareil, ça c'est un truc qu'on a discuté, je comprends même pas que vous soyez au courant. Et la réponse là-dessus, qui est je pense la réponse que j'aurais eu aussi, c'était, mais c'est peut-être nous les premiers à être au courant, enfin à devoir être au courant. Bah, évidemment. Vous êtes en train de promouvoir une loi qui de surveillance de masse de la population sur tous les échanges qu'il peut y avoir sur des messageries électroniques, et vous estimez que la population ne devrait pas être au courant, c'est encore pire. Bah, vous ne devrait pas avoir son mot à dire dans l'application du truc, tu vois. C'est une folie, je trouve. C'est assez dingue. On arrive vraiment sur des espèces de scénarios où tu te dis, ouais, mais en fait, je veux pas tomber dans le truc complotiste et tout, mais Big Brother, c'est exactement ça. Enfin, ça commence comme ça. Ça commence par savoir ce dont les gens ils discutent pour pouvoir soit les museler, soit influencer. Enfin, tu vois, tu peux. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, ça pourrait être de l'analyse statistique, ça pourrait être de la pub ciblée, si c'est pas déjà le cas. Enfin, ça pourrait être tout un tas de trucs. Exactement. Et comme d'habitude, encore une fois, l'idée est bonne. Le problème, c'est que dans la mise en application, il y a toujours un problème. C'est-à-dire qu'une fois que tu as une porte ouverte comme ça, tu sais pas comment tu vas te la prendre la quenelle derrière. N'importe qui peut le faire pour t'espionner pour n'importe quel but. Et encore une fois, les chercheurs en sécurité informatique sont unanimes là-dessus. Quand tu mets une backdoor, parce que c'est ce que c'est une porte dérobée qui permet à n'importe quel état d'accéder au contenu des messageries en temps réel, je rappelle, bah tu affaiblis le niveau de sécurité. Donc tu rends n'importe qui aurait un peu le niveau technique susceptible de casser cette backdoor et d'utiliser pour son propre intérêt. Encore une fois, c'est pas magique, hein, c'est des serveurs qui permettent d'accéder avec le bon niveau d'autorisation à ces messageries-là. Donc si tu arrives à trouver une vulnérabilité ou quelconque faille qui te permette n'importe qui peut y accéder. N'importe qui avec un peu de jugeote peut y accéder. Hein. Tu sais, toutes les grandes boîtes et même les plus modestes, elles ont tout un programme de bug bounty. Donc ils ont des plateformes en ligne où tu les attaques. Et une fois que tu as trouvé une attaque, tu leur rapportes l'attaque, tu leur expliques comment tu l'as identifiée, comment tu peux la remédier. Apple en a, Meta en a, Instagram, enfin c'est Meta aussi, mais toutes les grandes plateformes en ont. Et ils donnent de l'argent aux gens qui trouvent des bugs et qui expliquent comment ils l'ont trouvé, comment les patcher. Ça peut aller jusqu'à plusieurs millions. Je crois qu'un remote jailbreak sur iOS, c'est genre 1,5 million ou 1,3 million et tout. Ouais, ça peut aller très cher. Et si, il y a des mecs qui font ça sur leur temps libre. Il y a des mecs, au contraire, qui font ça, c'est leur taf. Donc, ils vont trouver des trucs. Sauf qu'il y en a qui les trouvent et qui le disent pas. Et tu te retrouves dans une situation où tu as des fameuses failles zero day qui restent exploitées pour le bénéfice de tout gouvernement ou tout individu qui serait mal intentionné. Et il y a des gens qui les vendent à des hackers Bien sûr, c'est un commerce. Il y a des marketplaces pour acheter des zero day et tout qui se chiffrent encore une fois, pareil, à des montants tout à fait intéressants. Donc, tu as compris, hein, effectivement, c'était bien... c'est quand même... nous, aujourd'hui, ça nous choque. Sache qu'il y a quand même des États qui se disent non, globalement, on va vraiment pas le faire. Dans les États qui étaient très critiques, il y a l'Allemagne, il y a le Luxembourg, l'Autriche, la Belgique, la Finlande, les Pays-Bas, la Pologne et la République tchèque qui ont globalement dit ouais, c'est pas une idée de ouf. C'est les Allemands qui sont le plus opposés à ce truc-là, des infos que j'ai pu récupérer. Les acteurs technologiques, tu te doutes bien, ils ont tous alerté sur ce que je viens de dire, sur le fait que déjà, scanner les applications, c'est une folie et c'est très risqué à cause du risque de vulnérabilité, de porte dérobée qu'il peut y avoir et du coup tous les risques que ça peut poser pour la vie privée ou même l'adhérence des gens vis-à-vis d'une plateforme. Les organisations de défense des droits numériques qui disent que ça menace les libertés fondamentales, donc tout ce qu'on disait sur la vie privée, la liberté d'expression et tout, avec à la fin l'endgame qui serait la surveillance de masse. Et il y a des États qui sont encore hésitants puisque en fait il faut une majorité qualifiée dans le Conseil de l'Union européenne pour que la loi soit susceptible de passer. Donc théoriquement l'Allemagne qui est bien placée, ce serait vraiment un gros pivot dans les échanges. Dans l'adoption de cette loi. Donc ça, c'est un truc que je voulais sensibiliser aussi le public là-dessus. Je vous dis pas quoi faire, mais je vous encourage quand même fortement à faire attention à prêter attention à cette future loi, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui peut facilement mener à des conséquences beaucoup plus graves pour la vie privée de tous. Donc on connaissait déjà la manière dont s'exploitaient certains cookies pour te mettre des pubs, etc. Là, on est sur un autre niveau. On est vraiment sur
de l'espionnage, parce qu'il n'y a pas d'autre Oui, mot. c'est de l'espionnage. C'est de l'espionnage, c'est de l'espionnage. Donc, certes, c'est pour les mineurs. Demain, ça pourrait être pour la fraude en ligne et pour à chaque fois des faits un peu moins graves, mais qui ferait qu'en fait, globalement, n'importe qui Peu qui aurait importe, accès à cette dès que ça système. devient un crime, t'es contrôlé. C'est ça. Et encore une fois- même pas contrôlé, quoi. Enfin, Big Et encore une Brother. fois, ouais, je rappelle que c'est avant. C'est-à-dire que c'est pendant les échanges. C'est pas une fois que l'acte il a été commis ou quoi, ce qui, dans un contexte Oui, c'est de criminel, la est beaucoup prévision, mieux. entre guillemets. Mais Dès qu'on voilà. t'a à l'œil, on va regarder ce que tu fais. C'est ça. C'est fou. C'est vraiment de la mise sur écoute. Donc, moi, je serais très, très critique sur le sujet et très, très investi dans la surveillance de tout ce qui, de la manière dont ça va être discuté à l'Union européenne. Et je me demande si c'est pas quelque chose pour prendre la température pour d'autres programmes sujets, comme ça, ouais. pour créer, pour qu'il y ait moins de zones d'ombre sur la mainmise que peuvent avoir les États sur Internet et pas se retrouver dans des situations qu'on peut avoir comme en Chine avec le Great Firewall et tous les échanges qui, eux, sont surveillés pour le coup niveau comment dire, liberté individuelle, c'est très très limité là-bas. Et ça m'embêterait beaucoup que sur le territoire européen, on se retrouve dans la même situation, quoi. Et pire sur le territoire français. Bon, et autrement, sur une autre note, tu parlais de la Chine. Notre envoyé spécial, Mathieu, parce que c'est exactement ce qui se passe, est là-bas et nous a concocté des petites actus, un petit peu en rapport aussi à son actualité à lui sur place, puisqu'il a pu discuter notamment de TikTok et sur un accord inédit avec les personnes sur place. Je vous laisse tout simplement écouter, et nous aussi. Alors il y a deux brèves que je voulais aborder sur l'épisode. On va parler très rapidement du sujet TikTok. Il semblerait, de ce que j'en ai pu voir très rapidement, et ça a un peu fait parler ici avec quelques homologues chinois avec qui on a pu rapidement échanger. Trump qui a annoncé qu'il semblerait qu'il ait trouvé des repreneurs donc pour TikTok. Vous le savez, TikTok US. Trump met la pression à la Chine pour qu'il cède les actifs de cette, on va dire, de cette itération US afin de préserver, on va dire, les données personnelles des Américains. Voilà, ils ont peur un petit peu aussi de l'influence chinoise via TikTok, un peu en mode soft power pour les Américains. Et du coup, il semblerait qu'ils soient en train ils aient trouvé un repreneur. Alors, il parle de gens riches, Trump. Il dit pas vraiment qui c'est. Pour rappel, il y avait pas mal de monde qui était sur le sujet. On a notamment la société Perplexity AI qui était sur le sujet. On sait qu'il y a le fondateur de Oracle aussi, également, grosse boîte américaine qui aurait montré son intérêt. On a aussi également le célèbre créateur de contenu MrBeast. Bref, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'orientation de savoir qui serait derrière cette manœuvre potentielle. Trump a quand même dit il semble confiant qu'il aura un accord de la part du président de la République populaire de Chine, Monsieur Xi Jinping, pour pouvoir justement accéder à cette requête. Les Chinois sont pas très très contents de ce qui se passe. C'est un sujet qui est cristallisant et qui parle de pas mal des conflits qu'il y a actuellement, de la montée en pression entre la rivalité chinoise et américaine, et on en reparlera juste après. Mais quoi qu'il en soit, ça avance, c'est un sujet qui avance, donc on devrait avoir des nouvelles très rapidement. Et en fait, le seul truc que j'ai eu ici en termes de discussion, c'est que pour l'instant, donc, il se pourrait qu'on développe un TikTok global, qui est celui qu'on connaît actuellement et qui est piloté par la Chine, et qu'on aurait donc une espèce de version TikTok US, à voir ce que ça va donner côté créateur. Est-ce que du coup ils vont s'y retrouver ou pas au niveau de leur vie actuellement, de ceux qui vivent de TikTok. Donc ça va être intéressant de voir. Et on va dire que les Chinois qui étaient ici nous ont un petit peu dit qu'ils craignaient aussi également que la France fasse le même move, ou peut-être, on va voir aussi, parce que là il va y avoir peut-être ce jeu d'influence où la France entre guillemets et l'Europe se retrouvent au milieu de à la fois un TikTok US et un TikTok Chine, et du coup de savoir est-ce que nous automatiquement on irait donc se porter, ou en tout cas on serait poussé à aller se caler sur le TikTok US, ou est-ce qu'on resterait sur le TikTok global. Bref, ou pourquoi pas aussi nous de notre côté dire si les Américains l'ont fait, pourquoi pas nous, et qu'ils essaieraient d'attaquer aussi également pour obtenir un espèce de TikTok Europe. Je vous cache pas que le fond du problème c'est principalement aussi l'algorithme. Les Chinois n'ont pas très envie que TikTok, que les Américains
ait accès à on va dire à la sauce secrète de l'algorithme de TikTok. Donc ça va être intéressant à suivre. Mais l'autre aussi également actualité très brûlante qui vient de tomber très récemment là, il y a quelques heures au moment où je vous en parle, c'est apparemment la Chine qui a décidé, et là je pensais pas, je pense que d'habitude c'est plutôt côté américain où les choses se passent, et ben la Chine a décidé que ils allaient interdire l'achat de puces intelligentes artificielles auprès de la société américaine Nvidia. Tout ça, ça fait suite quand même aux tensions qui s'aggravent entre les deux superpuissances, parce qu'il y a vraiment une guerre technologique sur qui va prendre le lead sur cette nouvelle technologie, l'IA, qui, bien que ça fait quelques années qu'on l'ait à disposition, il faut qu'il y ait un grand gagnant, et pour l'instant, c'est pas encore totalement fait, même si les États-Unis ont une sacrée avance. Les Chinois se débrouillent plutôt bien, ils ont tendance à bien répliquer. En gros, les acteurs qui sont clairement ciblés par cette interdiction, et donc cette interdiction qui a été émise par l'administration du cyberespace de Pékin, c'est Alibaba et ByteDance, donc ByteDance, l'éditeur de TikTok, et Alibaba, le géant Alibaba du retail, de la vente et de tout plein de services autour. Bref, la puce concernée principalement, c'est la puce, comme je vous ai dit, qui a été designée et conçue pour le marché chinois pour l'intelligence artificielle, qui était la RTX Pro 6000D, qui est une puce, on va dire, qui avait été bridée, sans mauvais jeu de mots, en tout cas qui avait été amoindrie en termes de fonctionnalité et de puissance pour justement ne pas faire en sorte que la Chine prenne trop d'avance ou prenne le lead sur cette technologie-là. Mais clairement, là, du coup, je pense que la Chine tape du poing parce qu'elles n'ont pas très envie de continuer à subir les affronts de Donald Trump et donc par extension aussi de Nvidia qui doit se plier aux exigences de Trump. Et en gros, l'objectif de la Chine ici, il est clair. Donc c'est, je pense que l'État tente de forcer à ce que les industries chinoises dépendent trop des semi-conducteurs américains. Je pense que c'est un petit peu un coup de pied aux fesses qu'il leur a envoyé en leur disant, les gars, ça suffit de toujours miser sur la puissance américaine pour les puces, il faut que vous vous mettiez au niveau. Et donc, par cette interdiction, fatalement, il va y avoir une espèce de vide, et comme la nature a horreur du vide, ça va devoir créer une espèce d'accélération. En tout cas, c'est, je pense, l'effet souhaité par le gouvernement chinois, notamment sur le développement de leurs propres puces de production pour des puces IA, avec l'idée de tripler la fabrication dès l'année prochaine. Voilà, c'est très clairement le signal qui est envoyé. Et aussi, je pense que le gouvernement chinois a à cœur de prouver que ces technologies elles peuvent rivaliser avec celles de Nvidia. Je pense notamment à Huawei, moi, de plus en plus, parce que Huawei, on sait qu'ils travaillent un petit peu sur ce secteur-là. Donc voilà, ça va quand même poser quelques problèmes, puisque Alibaba et ByteDance avaient lancé pas mal de commandes. Ils en étaient au stade où ils vérifiaient que tout était OK niveau fournisseur, et donc avaient passé commande auprès de Nvidia. Et finalement, là, ils vont devoir carrément annuler ces commandes. Donc ça va être un impact qui va être à la fois très compliqué pour ces sociétés-là, mais aussi pour Nvidia, qui, je vous le rappelle, a cartonné en bourse, qui était devenue la première action en bourse au monde. Et là, pour le coup, je crois que c'était 4000 milliards de dollars. Je vous dis peut-être une bêtise, mais comme ça, à vue de nez, c'était un chiffre assez stratosphérique. Mais du coup, ça risque d'avoir un sérieux impact aussi sur les résultats de Nvidia prochainement. Les actions, à mon avis, elles risquent de descendre un petit peu. Bref, en tout cas, cette décision, elle est perçue comme un revers pour les États-Unis, et c'est aussi un signal fort de la Chine qui est envoyé pour dire ça suffit, on veut notre autonomie technologique. C'est un objectif qui inquiète beaucoup Washington. Soit peut-être ils ont déjà potentiellement quelque chose dans le tiroir qui est prêt à dégainer et qui risque de nous époustoufler, ou quoi qu'il en soit, ça va être un jeu à suivre stratégique, géopolitique et géostratégique assez intéressant du point de vue bien sûr tech, comme on le fait dans notre podcast. Voilà pour mon actualité, mes deux petites actualités là-dessus. N'hésitez pas à réagir les gars si vous avez envie. Et en tout cas, moi je vous embrasse, j'espère que tout va bien, et on embrasse aussi tous les auditeurs qui nous écoutent. Et je vous dis à très vite, pour soit un retour en France, soit peut-être j'essaierai de vous reparler d'un truc, ou en tout cas
quand je rentrerai, j'aurai peut-être des choses à vous dire parce que je vais bientôt à Shenzhen, la ville technologique, et j'espère, je mise beaucoup sur cette ville-là, malgré qu'on ait un programme assez chargé. Allez, je vous embrasse. Ciao, à très vite. Le conflit États-Unis-Chine n'est pas prêt de se terminer sur plein de secteurs différents, quoi. Non, c'est fou. Le secteur de l'intelligence artificielle, encore une fois, tu as le problème de l'embargo sur l'achat des puces. Là, les 6000D, qui sont les puces qui sont spécifiquement pour le marché, enfin, pas spécifiquement, mais qui ciblent beaucoup le marché chinois, du coup, le SAMR, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est l'administration du cyberespace de Pékin. Donc, le nom court, c'est le SAMR. Ils ont juste dit, vous arrêtez les commandes. Mais c'est pas que TikTok, ça cible TikTok et tout, parce que les grandes boîtes, mais ils ont dit à toutes les entreprises chinoises, vous arrêtez de commander. Donc, à la fois sur les anciennes et également, du coup, sur ces fameuses puces, les RTX 6000D. Donc, c'est assez fou, où tu croyais que c'était tiré d'affaire, mais direct après, ils sont repartis sur autre chose. À voir ce que ça va donner, hein. De toute façon, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Il faut garder les tensions, il faut montrer qu'on a toujours des moyens de pression sur l'autre. Donc, d'un côté, tu as TikTok, qui passe au pavillon américain, enfin, qui a de fortes chances pour que ça passe au pavillon américain. D'autre côté, on désavantage Nvidia en ne commandant pas les puces. C'est la guerre la guerre des clans. Ouais, Clash of Clans. Clash of Clans, exactement. Mais je suis d'accord, peut-être que Huawei va remonter du coup sur cette partie-là. Je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il a le soutien du gouvernement, donc ça aide. S'ils peuvent fabriquer leurs propres puces et encore une fois prouver qu'ils ont l'indépendance technologique sur ce genre de puces-là, eux, forcément, l'argent, il reste chez eux, donc, et la création de valeur reste chez eux. Donc, les technos aujourd'hui qui sont récupérés côté américain, elles sont récupérées avec tout un tas de contraintes. Déjà, ils ont peur qu'il y ait pareil encore des backdoors dans les puces. Et surtout, c'est des puces qui sont bridées, qui sont envoyées là-bas. C'est pas des puces full capacité comme nous on pourrait avoir. Donc, ouais, c'est toujours voilà. Nous, on va juste regarder. De toute façon, tu veux qu'on. Nous, on est complètement spectateurs de la situation. C'est clair. Voilà en tout cas pour les actus de la semaine. Dans le prochain épisode de Bubble, accrochez-vous parce qu'on plonge dans une question passionnante. Pourquoi la tech est-elle devenue un objet de désir, de l'iPhone Air qui fascine actuellement à Tesla qui vend une vision plus qu'une voiture, en passant par Rolex, Dyson ou De Vialet? On explore comment le design, le luxe et l'expérience transforment de simples outils en symboles de statut et d'émotion. Un épisode qui va vous faire voir vos produits autrement. En tout cas, j'espère. Merci les osios et à jeudi dans Bubble. Ciao.